Afrique des libertés, bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à ce programme. Nous allons parler d'Afrique. Afrique des libertés, je vous salue. Merci d'écrire Good Live. Merci de partager massivement cette émission qui va commencer sur les chapeaux de roue dans les prochaines minutes. Merci à chacune et à chacun d'entre vous qui soutenez activement ce programme par vos émoticônes. Ce soir, à l'ordre du jour, nous sommes le lundi 22 juillet 2026 sur la terre des hommes, depuis la terre bénie africaine du Mali à Bamako. Nous allons aborder 4 sujets. Le premier va porter sur le traitement des dissidents. Le traitement des dissidents en Occident et dans la zone de l'Alliance des États du Sahel. Le second sujet va porter sur la loi burkinabé sur les libertés religieuses, un modèle pour l'Afrique. Le troisième sujet de cette émission va porter sur les forces spéciales françaises. Peut-on croire qu'elles soient vraiment au nord du Bénin pour combattre les terroristes? Et enfin, la dernière question va porter sur le général Gomar. Revoilà le général Gomar, le dernier Omar. Revoilà le général Gomar, le dernier Omar de la France-Afrique. Merci de partager massivement cette émission. Nous allons commencer nos travaux avec votre soutien. Depuis l'oratoire sacré de l'Institut de l'Afrique des libertés à Bamako. Je vous remercie de protéger cette émission par vos meilleurs émoticônes. Je vous remercie de partager massivement à travers l'Afrique, la diaspora, à travers l'Europe, l'Asie et l'Amérique, ce programme. Donc vous savez que le fait qu'il soit un festival de vérité crue et mal vécu par le néocolonialisme français, par l'impérialisme occidental en général et par les despotes nègres. Alors, partagez massivement ce programme. Nous sommes le lundi 22 juin 2026 sur la terre des hommes. Je m'adresse à vous depuis l'oratoire suprême de l'Institut de l'Afrique des libertés dans la capitale bénie de la terre du Mali. Partagez massivement le programme et aidez-nous à résister aux machines criminelles de la France-Afrique qui essayent de nous empêcher de parler. Dans ma main, je tiens un symbole africain très ancien, il s'appelle Ankh, c'est la croix de vie. Ankh, tout Africain authentique doit posséder ce symbole. Ankh. 4 sujets à l'ordre du jour. Écrivez Good Live et dites-moi si le son est bon. N'ayez pas peur. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Traitement des dissidents en Occident et dans l'AES. La loi burkinabé sur les libertés religieuses est un modèle pour l'Afrique. Les forces spéciales françaises au nord du Bénin combattent-elles les terroristes? Revoilà le général Gomar, le dernier Omar de la France-Afrique, à l'Union européenne, plus bas que jamais. Alors, partagez massivement ce programme. Bonsoir à toi, cher docteur Eliane Ki, cher ami de l'Afrique des libertés.
Partagez le programme en particulier, vous qui êtes sur YouTube. Écrivez des messages pour me dire si le son passe bien. Vous qui êtes sur TikTok, partagez ce message. Le son est-il bon sur Facebook? Vous me dites que c'est bon. Bertino Kucha, Joshua, Robert Adoum, soyez salués. J'attends que mes amis côté YouTube me disent si le programme est bon. Ligweo mama, ligweo, ligwengen mama, mama ligwengen genge. La croix de vie, l'un des plus anciens symboles des Africains. Il ne vous coûte rien de vous souvenir de ce que faisaient nos ancêtres de grands. Mijessia, si le son est bon, alors partagez massivement l'émission. Vous n'êtes que 40 pour le moment sur Franklin Nyapsiwa, Cameroun, l'Afrique des libertés. Le quorum n'est pas atteint. Nous donnons la parole au grand maître Jean Bikoko Aladin pour les vibrations sacrées de la musique de la terre d'Afrique. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Dans ma main, la croix de vie. Les Africains possèdent ce symbole depuis plus de 6000 à 7000 ans. Avant tous les autres peuples du monde, les Africains connaissaient l'importance du croisement des forces verticales de la transcendance et des forces horizontales de l'immanence. Voici Ankh. Il existe avant toutes les autres croix que vous connaissez. Quelle que soit la tradition religieuse à laquelle vous appartenez, ce symbole précède cette tradition religieuse. C'est un ancien symbole africain. Dixa Retou, François Makosso, cher docteur, cher ami, sois béni. Ligwengen, ligijam ligwengen, wijok menkalwe, nol borilongo, ligwengen, bon mama beo, ligwengen. Qui n'a pas encore partagé l'émission? C'est à cause de vous qu'on attend là. Ligijam ligwengen, ligijam ligwengen, ligijam ligwengen. Nous avons 4 sujets succulents à aborder ce soir. Boubacar, Sadiq Touré. Donnez l'émission à notre peuple. Qui a peur de partager l'émission? Rassembler les 30 000 auditeurs de base des conférences du serviteur des pains spirituels de la liberté afin qu'ils écoutent le festival des vérités crues du traitement des dissidents en Occident et dans l'AES. La loi burkinabé sur les libertés religieuses est un modèle pour l'Afrique. Les forces spéciales françaises au nord du Bénin combattent-elles réellement les terroristes? Revoilà le général Gouma, le dernier Omar de la France-Afrique. L'Union européenne, plus bas que jamais, ose s'attaquer à notre Burkina Faso. Partagez l'émission, nous commençons dans moins d'une minute. Kwasi Maurice Swanga, béni sois-tu, jeune frère, bien-aimé. Qui n'a pas écrit Good Life et qui veut participer à ce festival de l'éveil africain? Dédicace spéciale aux forces armées maliennes, les FAMA, les FAMA, les FAMA, les FAMA, les forces armées maliennes, qui à l'instant où je vous parle, sont au travail pour débarrasser la terre bénie malienne, eh bien, des ennemis, des serviteurs de l'impérial terrorisme. Abdel Salem, salam alaikum. Mamadou Hanro Tiada, soyez bénis également. Nous allons parler de 4 sujets croustillants. N'ayez pas peur. Dika Retou, Dixa Retou, merci beaucoup. Abou Zaïd Alou Diallo, depuis Kona au Mali, Aniché, Eniché et Bismillah.
Michel Guillemin, nous allons répondre à ces emmerdeurs de l'Union européenne. Thomas Do Omulema, Abou Diara, Jean-Baptiste Rigaud. Merci à celles et ceux qui continuent à prendre des abonnements spéciaux pour nous soutenir. Cheikh Tidiane Diallo. Ligwingen, Marise Aou, Ligwingen, Mama Ligwing, l'Amazone, Daniel Miroir, pas comme comédie, Monsieur Diawara, qui n'a pas encore partagé la vidéo et qui veut en profiter là, Michel Essomba, Emmanuel Ouedraogo, Kenny Padenou, Africaines, Africains, je vous salue. Où que vous soyez, en Afrique continentale, dans les diasporas africaines d'Amérique, d'Europe, d'Asie, vous qui êtes dans les îles des océans Atlantique et Indien, voici le traditionnel programme d'analyse transversale de l'actualité politique du point de vue de l'Afrique des libertés. Nous abordons 4 questions ce soir. Nous sommes le lundi 22 juin 2026 sur la Terre des Hommes, depuis l'oratoire suprême de l'Afrique des libertés à Bamako, en terre africaine du Mali. Nous allons aborder le premier sujet qui parle du traitement des dissidents en Occident et dans l'AES, une analyse comparative. Le second sujet va parler de la loi burkinabé sur les libertés religieuses que nous considérons comme un modèle à suivre pour toute l'Afrique. Le troisième sujet va aborder la question des forces spéciales françaises présentes au nord Bénin. Est-ce qu'elles combattent réellement les terroristes? Enfin, nous allons aborder le cas du général Gomar, le dernier Omar de la France-Afrique, qui, avec l'Union européenne, bien sûr, se roule dans la gadoue en s'attaquant à notre Burkina Faso. Sans plus tarder, commençons avec le premier sujet. Le traitement des dissidents en Occident et dans l'AES. Qu'est-ce que c'est qu'un dissident? Un dissident, c'est un opposant politique d'un genre particulier. C'est quelqu'un qui s'oppose politiquement, non pas simplement parce qu'il appartiendrait à un parti politique opposé au gouvernement en place, mais il s'oppose au nom de principes moraux, de principes spirituels qu'il considère comme essentiels pour la vie humaine. Donc la dissidence n'est pas simplement un acte d'opposition, c'est un acte de résistance. Et c'est une résistance qui n'est pas simplement idéologique, c'est une résistance qui est morale, c'est une résistance qui est spirituelle. La dissidence a ainsi une noblesse. C'est qu'elle est l'affirmation de l'humanité contre les forces qui nient l'humanité, contre les forces inhumaines, les forces infrahumaines, les forces anti-humaines. La dissidence est un acte de salvation. C'est un acte de salut, c'est un acte, d'insurrection intérieure, ayant pour but d'affirmer les valeurs supérieures de la vie, lorsque l'on a affaire à un régime qui abaisse la vie. Alors, la question que je pose dans ce premier sujet est la suivante. Comment sont comparativement traités les dissidents en Occident aujourd'hui et dans l'alliance des États du Sahel? Je n'ai pas dit dans toute l'Afrique. J'ai dit dans l'alliance des États du Sahel en particulier. Prenons le cas de l'Europe et de l'Union européenne. Qui sont considérés en Europe, qui sont considérés en Occident comme des dissidents? Sont considérés en Europe, sont considérés en Occident en général comme des dissidents, ceux qui s'opposent à la dérive des valeurs spirituelles et morales que l'Occident a revendiquées pendant des siècles. Quelques-unes de ces valeurs sont la valeur de la famille traditionnelle, un homme, une femme et des enfants, la valeur du mariage, union entre un homme et une femme pour fonder une famille avec éventuellement des enfants. La valeur traditionnelle de la distinction, de la séparation de genre
entre les hommes et les femmes. La valeur traditionnelle est bien du respect des droits humains, les libertés fondamentales que sont notamment l'aspiration à la dignité, l'aspiration à l'expression, l'aspiration à l'association, à la création, l'aspiration à la vie. Les dissidents en Occident sont ceux qui essayent de ramener l'Occident de la dérive infra-humanitaire, la dérive perverse qui caractérise toute sa politique. De Donald Trump à la tête des États-Unis, en passant par Starmer, qui vient d'être démis de ses fonctions en Angleterre, sans oublier Emmanuel Macron, le chef de la junte néocolonialiste et terroriste française, et Merz, l'homme à la cuillère nasale d'Allemagne, ou Zelensky, le chef des ukro-nazis de Kiev. L'Occident est essentiellement dirigé aujourd'hui par des hommes et des femmes qui sont opposés aux valeurs de la société traditionnelle occidentale. Ils sont opposés aux valeurs chrétiennes, ils sont opposés aux valeurs de l'état de droit occidental, ils sont opposés aux valeurs même de ce qu'on a considéré pendant longtemps comme les lumières de l'Occident. L'Occident est dirigé par une élite non seulement ultra-libérale, mais néo-nazie, une élite criminelle dont le patron incontestable ces dernières années est l'actuel Premier ministre du régime nazi sioniste d'Israël, Benjamin Netanyahou. Netanyahou est en fait le véritable patron de l'Occident. Pourquoi? Parce qu'il est le patron de Donald Trump, qu'il a entraîné comme il le voulait dans les guerres génocidaires contre le peuple palestinien et contre le peuple iranien. Tout le monde l'a vu. Il tient Donald Trump grâce au lobby sioniste américain qui a été si bien étudié par le professeur Meir Sharmer dans ses travaux sur le lobby israélo-américain. Donc, ce groupe d'êtres humains qui dirige aujourd'hui l'Occident est un groupe anti-occidental. Macron, Netanyahou, Trump, Starmer, Merz, tous les individus qui jouent un rôle principal dans la politique occidentale aujourd'hui sont des individus dont la vie quotidienne, la vie personnelle est contraire aux valeurs que l'Occident a proclamées pendant des siècles, même si l'Occident ne les respectait pas. Par conséquent, qu'est-ce que c'est qu'un dissident aujourd'hui en Occident? Un dissident en Occident, c'est quelqu'un qui revendique le respect des valeurs traditionnelles de l'Occident. C'est quelqu'un qui revendique le respect de la famille. C'est quelqu'un qui revendique le respect du mariage. C'est quelqu'un qui revendique le respect de la dignité des personnes, qu'il ne faut pas vacciner les gens uniquement pour se faire de l'argent. C'est quelqu'un qui veut la transparence dans la gestion du bien public, ce qui en Occident a disparu. C'est quelqu'un qui veut la transparence dans la politique internationale de l'Occident, puisque l'Occident se revendique officiellement du christianisme et de la science gréco-romaine. Donc, en fait, paradoxalement, en Occident aujourd'hui, les dissidents sont ceux qui veulent sauver l'âme de l'Occident, qui est complètement perdue dans le matérialisme, dans l'ultralibéralisme, dans la dérive perverse, la confusion sexuelle totale, dans le transhumanisme et dans le satanisme. Donc, c'est ça, un dissident en Occident. Vous comprenez? Un dissident en Occident, c'est paradoxalement quelqu'un qui veut sauver l'Occident de sa dérive immorale, de sa dérive spirituelle, de sa dérive matérialiste, de sa dérive démoniaque, qui veut sauver l'Occident de sa propension à être la partie du monde qui est la plus sauvage et la plus barbare de l'histoire de l'humanité. Faut-il ici peut-être donner la parole à quelqu'un qui sait ce que l'Occident a fait au monde? Il s'appelle Nicolas Sarkozy, c'est l'un des dirigeants les plus sauvages et les plus barbares, eh bien, que la France ait jamais connu. Mais il a eu des moments de vérité comme celui-ci, où il a clairement décrit la nature de la politique internationale de l'Europe. Devant une commission parlementaire, Nicolas Paul Stéphane Sarkozy de Nagui Boksha
a eu le courage de dire que l'Europe était, de tous les continents, le plus sauvage, le plus barbare et le plus brutal de tous. Et donc, maintenant, ici en Occident, eh bien, le véritable dissident occidental est celui qui essaie de résister contre la barbarie dominante de la politique internationale et même nationale de l'Occident. Le véritable dissident est donc quelqu'un qui essaie de revendiquer des valeurs de tradition, des valeurs d'enracinement contre cette bande de déracinés et de criminels, sans foi ni loi, qui tiennent aujourd'hui l'Occident en otage et qui s'appellent Trump, qui s'appelle Starmer, qui s'appelle Merz, qui s'appelle Macron, qui s'appelle Meloni, qui s'appelle des dégénérés complets qui sont à la tête de l'Occident. D'accord? Le dissident, c'est celui qui s'oppose à eux. Et du coup, en fait, vous comprenez pourquoi aujourd'hui, il est extrêmement difficile pour quelqu'un qui ne pense pas comme cette direction frelatée et criminelle de survivre en Occident. Vous comprenez pourquoi l'Occident, en particulier, a pris en chasse les activistes, les militants, les leaders, les penseurs panafricanistes, comme votre serviteur, qui revendiquent simplement les valeurs de civilisation que l'Afrique a transmises au monde depuis très longtemps. Car en fait, les valeurs de civilisation que l'Occident a abandonnées... Je vais vous dire une chose. Oui, oui, monsieur Sarkozy. Vous voulez dire quoi? L'Europe, oui, de tous les continents du monde, oui, est le continent le plus brutal, oui, où il y a eu les guerres les plus sauvages. Voilà. Voilà. C'est Sarkozy qui vient de parler là. L'Europe de tous les continents du monde est celui qui est le plus brutal et le plus sauvage. Vous voulez dire quelque chose d'autre? Parlez à tout moment, hein, je vous laisse la parole. Hein? Avec la connexion, à tout moment vous pouvez intervenir parce que je suis en train d'expliquer que vous êtes une bande de sauvages. C'est une bande de sauvages qui dirige l'Europe. Ce sont des sauvages qui dirigent l'Europe. Donald Trump est un sauvage. Au sens de Lévi-Strauss qui disait que le barbare, c'est celui qui croit à la barbarie. Dans son célèbre texte de 1950. C'est pas l'Afrique, c'est pas l'Asie. Oui, c'est vrai. C'est l'Europe. C'est l'Europe. Et je vais vous dire autre chose. Oui, oui, allez-y. C'est pas au Moyen-Âge. Oui. C'est au XXe siècle. Très bien, Sarkozy. C'est en Europe qu'on a exterminé des Juifs. Ah! Vous avez perdu la parole? Il faut parler, hein? Moi, je vous ai branché pour parler. C'est en Europe qu'on s'est battu. Oui. Quand on a dit, avec la guerre russo-ukraine, c'est le retour de la guerre qu'on n'avait pas vue, Ah c'est bon? une stupidité. Ah! Puisqu'on a oublié la Bosnie. Ah! La Libye. La Côte d'Ivoire. Si vous n'avez pas l'Union européenne, Le Rwanda. vous avez des affrontements Considérable. Finissez vite là, on n'a pas le temps. Hein? Mes amis sont pressés. Sarkozy, avouez que vous êtes un sauvage. Oui, considérable. Allez-y. Très bien. Bon, c'est bon. Donc, un dissident en Occident, c'est quelqu'un qui s'oppose à la sauvagerie, à la barbarie, à la perversité, à la pédophilie institutionnalisée, qui gouverne l'Europe. Oui! C'est une bande de pervers qui a pris l'Europe en otage. Et le symbole de tous ces pervers, c'est Epstein. C'est la secte d'Epstein qui gouverne l'Europe, qui gouverne l'Occident. Voilà la vérité. Qu'est-ce qu'ils ont de commun? Donald Trump, Emmanuel Macron, Starmer, Merz, Meloni, Ouattara Draman, tous les voyous qui sont à la tête de l'Afrique. Qu'est-ce qu'ils ont de commun? C'est Epstein. C'est-à-dire l'amour de la perversité, l'amour de la dérive, l'amour du mépris des bornes de la tradition humaine. Donc, un dissident en Occident est quelqu'un qui revendique le retour aux valeurs de la société humaine traditionnelle. Donc, un dissident en Occident a de fortes chances de s'entendre avec un Africain normalement cultivé et enraciné. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un dissident dans l'Alliance des États du Sahel? Un dissident dans l'Alliance des États du Sahel, l'Alliance des États du Sahel est une alliance qui est enracinée dans l'idéologie panafricaine. C'est une alliance qui est enracinée dans le respect de l'histoire traditionnelle africaine, des valeurs de civilisation de l'Afrique, des valeurs de vérité, de justice et de solidarité. Qu'est-ce que c'est qu'un dissident ici dans l'AES? Un dissident ici dans l'AES, c'est quelqu'un qui veut imposer dans l'AES les valeurs dégénérées de l'Occident. Je recommence. Un dissident ici dans l'AES, c'est quelqu'un qui veut imposer ici dans l'AES les valeurs dégénérées de l'Occident. Il veut imposer la destruction de la famille traditionnelle africaine.
Il veut imposer la destruction de la différence sexuelle traditionnelle africaine. Il veut imposer la destruction de l'autonomie de pensée africaine en matière de formes institutionnelles, politiques, économiques, sociales. Il veut détruire la capacité africaine d'exercer en toute souveraineté le pouvoir sur la matière, le pouvoir sur la société. Bref, un dissident africain dans l'Alliance des États du Sahel, j'ai bien déterminé le domaine de définition, est en réalité un agent de l'élite dégénérée de l'Occident. Donc du coup, si vous regardez bien les choses, il y a un chassé-croisé entre les dissidents européens, les dissidents d'Europe et les dissidents africains dans l'AES. Les dissidents d'Europe, ceux qui s'opposent à la logique européenne, s'entendent avec la lutte des pays africains. Si vous regardez par exemple un député du Parti du Travail de Belgique comme Marc Botenga, vous vous rendrez compte que toutes les positions de Marc Botenga sont parfaitement compatibles avec celles de l'Alliance des États du Sahel en Afrique. Marc Botenga est un dissident là-bas. Une bonne partie des positions de dissidents en France, par exemple comme François Asselineau, sont assez proches des positions de l'Afrique, à quelques différences près. Donc vous allez vous rendre compte que les dissidents européens sont des Européens qui pensent la société humaine vraiment à la manière des Africains enracinés, c'est-à-dire des idéologues panafricanistes de l'Alliance des États du Sahel. Mais maintenant, les dissidents que nous on a ici dans l'Alliance des États du Sahel, ce sont des gens qui en réalité sont instrumentalisés, financés, manipulés, idéologisés par l'élite frélatée qui est en train de conduire l'Occident à la disparition, y compris même à la disparition physique, et qui essaye de nous revendre ici des contre-valeurs de la société occidentale dégénérée. Ils veulent nous imposer leur démocratie à la con, dont on sait pourtant que c'est une démocratie depuis très longtemps. Ils veulent nous imposer leur destruction de la famille traditionnelle. Ils veulent nous imposer leurs mœurs sexuelles complètement sans borne, entre d'ailleurs l'homme et l'animal. Ils veulent vraiment nous imposer la déstructuration complète, mentale, psychique, la déstructuration spirituelle de l'Afrique. D'où vous voyez que les dissidents dans l'AES rejoignent les pervers qui sont à la tête de l'Union européenne, à la tête de l'Occident, alors que les dissidents en Europe rejoignent les révolutionnaires de l'Alliance des États du Sahel. Voilà le chassé-croisé que vous pouvez observer entre d'une part, nous autres par exemple, qui sommes des citoyens adoptifs européens et qui sommes obligés de revenir dans notre continent pour combattre, parce qu'en réalité, nous nous opposons à la dérive et la dégénérescence de l'élite politique occidentale, et puis les opposants contre la révolution sahélienne, qui quant à eux maintenant sont bien accueillis en Occident, parce que là-bas, ils s'associent avec les terroristes, ils s'associent avec les pédophiles, ils s'associent avec les drogués cocaïnomanes, ils s'associent avec les menteurs pseudo-démocrates, ils s'associent avec les manipulateurs de l'information, ils s'associent avec les ennemis du bien. C'est ce phénomène extrêmement curieux et étrange que je voulais attirer à votre attention. La différence de traitement des dissidents en Occident et dans l'AES. En Occident, les dissidents sont des bonnes personnes qui peuvent aisément vivre dans toute société normalement constituée. Ils sont combattus parce que l'élite occidentale est une élite corrompue, perverse. Dans l'Alliance des États du Sahel, les dissidents, c'est des mauvaises personnes qui ne peuvent être protégées que par les mauvaises personnes qui sont à la tête de l'Occident. Voilà le chassé-croisé. Qui se ressemble, s'assemble. Les véritables dissidents occidentaux sont des soutiens avérés et assumés à la révolution sahélienne, panafricaine, qui est une révolution traditionnelle, une révolution humaine, une révolution qui affirme les valeurs stables de la société. Alors que les dissidents contre l'Alliance des États du Sahel sont des alliés du mal, des alliés de la perversité, des alliés du crime, des alliés du mensonge, des alliés de l'imposture. Ils ne se gênent pas pour s'associer aux groupes terroristes. Ils ne se gênent pas pour s'associer aux ukro-nazis ukrainiens. Ils ne se gênent pas pour s'associer aux mensonges de Macron et de sa bande néocolonialiste et terroriste. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils sont de même nature. D'ailleurs, sous Emmanuel Macron, le palais de l'Élysée a été ouvert à toutes sortes de pervers. Le palais de l'Élysée est devenu ouvertement
En réalité, le palais de tous les abus, le palais de toutes les dérives, c'est devenu un bordel à ciel ouvert. C'est ça le palais de l'Élysée sous Macron. Et ceux qui se mettent sous la protection de Macron pour affronter les régimes du Mali, du Burkina Faso et du Niger sont souvent d'ailleurs des gens qui ont été reconnus ici en Afrique comme étant des pervers. Faites bien la biographie et tracez le comportement des adversaires du Mali. Faites la biographie des adversaires du Burkina Faso ou du Niger. Vous vous rendrez compte que tous ces gens-là ont en commun, avec la bande de pervers qui dirige l'Europe, un problème d'identité humaine. Un problème avec la tradition humaine. Un problème avec la stabilité des valeurs qui font l'humanité depuis des siècles et des siècles. Étudiez sérieusement tous les personnages qui sont sous la protection de ces criminels occidentaux. Et vous vous rendrez compte que ce sont des dégénérés. Ce sont des personnages non recommandables dans la vie privée. Des dégénérés complets qui sont aux antipodes des valeurs traditionnelles même de la société occidentale. Et combien de fois plus, celles de la société africaine. Donc les dissidents en Occident sont nos frères en humanité. Ils sont nos compagnons de lutte pour la résurrection des valeurs de l'humanité traditionnelle. Alors que les dissidents ici dans l'AES sont nos ennemis en humanité. Ce sont les serviteurs de Shaitan. Ce sont les serviteurs de la dérive. Ce sont les serviteurs de la perversité. Ce sont les serviteurs des bas-fonds, des tréfonds, de l'humanité. Voilà ce que je voulais signaler. Alors, on dit que les dissidents sont persécutés dans l'AES, alors qu'ils sont des agents de dégénérescence de la société. C'est plutôt en Occident que les dissidents sont persécutés. Parce que ce que les dissidents revendiquent en Occident, c'est le bon sens. C'est de remettre la société sur ses pieds. Parce que la société occidentale marche sur la tête. C'est une société où on ne peut pas laisser un enfant de 7 ans se promener seul dans un quartier. L'Occident est devenu un lieu de peur, la peur de vivre pour les personnes vulnérables. Un enfant en bas âge ne peut pas se promener seul en Occident sans qu'il soit automatiquement en danger. Parce que le nombre de pervers au kilomètre carré est extrêmement élevé. Souvenez-vous de notre enfance dans cette Afrique. Dans mon pays natal, le Cameroun, mes parents, nous habitions à Kondi-Bassa. Je pouvais aller jouer aux billes jusqu'à la cité Sikh, à 6 ans, 7 ans. Et revenir chez moi, sur 10 ou 15 kilomètres, je pouvais m'éloigner. Revenir chez moi, vers midi. Je pars vers 9 h, je reviens vers midi, 13 h, avant que mon père ne revienne de son travail et ne fasse l'appel des présences. Et sur tout le chemin, sur pratiquement 10 kilomètres, nous étions soumis à la même autorité de tous les adultes. Tout comportement en chemin qui ne convenait pas aux valeurs de la société était puni. Un enfant qui s'éloignait de la maison familiale de plusieurs kilomètres savait qu'il était toujours sous le contrôle des pères et des mères qui appliquaient les mêmes normes que celles de sa famille. En Occident, ça n'existe pas. Cela est en train de disparaître en Afrique et l'Alliance des États du Sahel est la partie de l'Afrique où on est en train de restaurer ces principes. C'est-à-dire que l'enfant doit se rendre compte que les valeurs qui sont appliquées dans sa famille sont celles qui sont respectées dans la société. Quand il sort de la maison, il sait que les pères et les mères qui sont sur la route vont lui appliquer les mêmes règles que son père et sa mère à la maison. En Occident, il n'en est pas question. Pourquoi? Parce que, sous couvert d'individualisme et d'une mauvaise compréhension du droit, on a cédé à toutes sortes de dérives. Et les enfants, les jeunes filles sont en danger de mort. Je dis bien en danger de mort. Dès qu'ils sortent de la maison, tout seuls. On doit littéralement les suivre. On doit les accompagner, les tenir à la main. Parce qu'au kilomètre carré, il y a toujours un fou qui ne connaît pas la différence entre une femme et un homme. Qui ne connaît pas la différence entre un enfant et une femme. L'Occident est dans une phase de dégénérescence absolue. Voilà les faits. Donc la dissidence en Occident est beaucoup plus légitime que la dissidence dans l'Alliance des États du Sahel. J'ai bien dit dans l'Alliance des États du Sahel. Je peux parler de tous les autres pays africains dirigés par des dictateurs à la solde
des pervers occidentaux, comme les dictateurs soumis au néocolonialisme français, un peu partout en Afrique francophone. Je ne parle pas de ces pays-là. Je parle de l'alliance des États du Sahel dans laquelle je vis, et où je vois les gouvernements des présidents Goïta, Tiani, Traoré se battre pour restaurer l'Afrique telle que nous souhaitons qu'elle soit vécue, pour toujours, par nous-mêmes et par nos enfants. Voilà le premier sujet que je tenais à aborder ici. Amener les uns et les autres à ne pas prendre tout dissident pour l'ami de tous les autres. Il y en a qui sont dissidents pour le mal et d'autres pour le bien. La dissidence en Europe, elle est faite pour le bien parce que l'Europe est dirigée par le mal. La dissidence dans l'Alliance des États du Sahel, elle est faite pour le mal parce que l'Alliance des États du Sahel est dirigée par le bien, par des gens qui veulent restaurer les valeurs fondamentales de la civilisation humaine. Voilà la vérité. Voilà ce que je voulais faire comprendre par ce premier sujet. Et d'ailleurs, on le comprendra mieux lorsque nous allons aborder le second sujet de cette émission. La loi burkinabé sur les libertés religieuses est un modèle pour l'Afrique. Cette loi-là est composée de 110 articles. Elle est composée de 110 articles et de 6 titres. Je ne vais pas vous lire les 110 articles de la loi, encore moins les 6 titres. Mais je vais m'intéresser à un compte rendu qui a été fait de cette loi par la presse turque. Le site Anadolu Ajansi a rendu un compte rendu un peu biaisé de cette loi, qui m'a amené à vous en parler ce soir. Parce que je me suis intéressé à la loi, j'ai lu la loi, j'ai lu et écouté les présentations et les commentaires de la loi, notamment par le ministre Émile Zerbo, ministre de l'administration territoriale du Burkina Faso, qui a fait un travail remarquable, je le salue. Le camarade ministre Émile Zerbo. Anadolu Ajansi nous rend compte de la manière suivante. L'Assemblée législative de la transition du Burkina Faso a adopté samedi une nouvelle loi sur les libertés religieuses, un texte controversé. Ça, ce sont les Turcs qui disent que c'est un texte controversé, qui renforce le contrôle de l'État sur les organisations confessionnelles, malgré plusieurs semaines de protestations de responsables religieux et de fidèles. Le texte, adopté à l'unanimité des députés présents, comprend 110 articles répartis en 6 titres. Selon les autorités, il vise à mieux encadrer l'exercice des activités religieuses, renforcer la laïcité de l'État et prévenir les dérives extrémistes dans un pays confronté à l'insécurité djihadiste. Parmi les principales mesures figurent l'interdiction des lieux de culte dans les services publics, l'interdiction de l'enseignement religieux dans les établissements publics et privés laïcs, ainsi qu'un contrôle renforcé des financements et des activités des organisations religieuses. La loi oblige également les organisations confessionnelles à adhérer à une structure fêtière reconnue par l'État. Elle prévoit la création d'un organe national chargé du contrôle des enseignements religieux et de l'homologation des compétences des responsables religieux. Le texte introduit en outre des sanctions contre l'exploitation des mineurs et des personnes vulnérables à des fins religieuses, notamment la mendicité forcée, la déscolarisation, le travail imposé ou les abus sexuels. Certaines prédications de masse, y compris réalisées par visioconférence depuis l'étranger, seront désormais soumises à une autorisation préalable. Le ministre de l'administration territoriale, Émile Zerbo, a défendu un texte destiné à combler un vide juridique et à lutter contre le radicalisme religieux, ils ont mis radicalisme religieux entre guillemets, ainsi que contre les discours intégristes susceptibles selon lui de menacer la stabilité du pays. L'adoption de la loi intervient toutefois dans un climat de forte tension avec une partie de la communauté musulmane. Plusieurs imams et responsables religieux ont dénoncé une ingérence de l'État dans les affaires cultuelles et une restriction des libertés religieuses. La contestation a donné lieu à plusieurs manifestations, fait rare dans un pays dirigé par une junte militaire depuis le coup d'État de 2022. Ça, ce sont les Turcs qui parlent comme cela du Burkina Faso. C'est pas sérieux. Selon des organisations religieuses et des proches de personnes concernées, plusieurs figures religieuses ont été interpellées ces derniers mois. Parmi elles figure l'imam Mahmoud Baro, disparu depuis fin mars après avoir critiqué publiquement le projet de loi, selon sa famille. En fin mai, l'imam Mohamed Ishaq Kindo, qui s'était également opposé au texte, a été arrêté et sa mosquée fermée par les autorités pour des raisons liées à l'ordre public. Les autorités présentent cette réforme comme un moyen de garantir la liberté de culte tout en préservant l'ordre public et le vivre ensemble dans ce pays d'environ 25 millions d'habitants, majoritairement musulmans, mais marqué par une diversité confessionnelle importante.
Voilà la restitution de la loi qui est faite, par exemple, par l'agence Anadolu Agency, qui, je pense, est une agence proche et même presque officielle du gouvernement turc. Cette restitution est véridique, sauf sur 2 points. Premier point, elle dit que c'est un texte controversé. Deuxième point, cette restitution présente les dirigeants du Burkina Faso comme une junte militaire. Sur le premier point, dire que le texte est controversé n'a aucun sens quand on se rend compte qu'en plus, tous les députés présents au Parlement du Burkina Faso ont voté pour. Si le texte était controversé, vous pensez que les députés musulmans, membres du Parlement du Burkina Faso, n'avaient pas l'occasion de voter, non? Si le texte est controversé, pourquoi on ne commence pas par apprécier le contexte dans lequel ce texte a été mis en place? Quel est le contexte? Pour comprendre une loi, il faut se demander qu'est-ce qui se passait et qui a inspiré l'érection de cette loi. Ce qui se passe en Afrique est très simple. C'est que les associations religieuses sont l'un des moyens qu'utilisent les forces hostiles à la souveraineté africaine pour dominer, exploiter, manipuler, piller l'Afrique. Cela a été fait à l'époque de la pénétration chrétienne. Et même un certain nombre de sectes chrétiennes continuent à le faire. Même un certain nombre de sectes d'ordre initiatiques continuent à utiliser l'appartenance à leur réseau comme un moyen d'influence politique. Mais cela concerne également, tout naturellement, un certain nombre de groupes musulmans et d'associations musulmanes qui reçoivent de l'argent de l'Arabie Saoudite, de la Turquie, qui reçoivent de l'argent du Qatar, de l'argent des Émirats Arabes Unis, pour essayer de promouvoir de l'argent des pays d'Afrique du Nord, le Maroc, l'Algérie et consorts, l'Égypte, pour promouvoir en Afrique noire un islam compatible avec les intérêts de ces pays-là. La loi a été faite quand les autorités burkinabées se sont rendues compte que les écoles coraniques et les mosquées étaient utilisées pour endoctriner des jeunes burkinabés afin que ceux-ci affrontent l'État afin d'imposer un régime islamique au Burkina. Je recommence. Et c'est la même raison pour laquelle les autorités du Mali et du Niger sont obligées de mettre de l'ordre dans le fonctionnement des religions. Parce que c'est une information scientifique incontestable. Les impérialistes occidentaux et moyen-orientaux ont utilisé depuis plusieurs années les organisations religieuses comme un cheval de Troie, comme un canal masqué, voilé, sous couvert de financer des écoles religieuses, sous couvert de financer des édifices religieux, sous couvert de financer des actions humanitaires. On en profite en réalité pour positionner des forces qui vont affronter l'État et qui vont tenter d'imposer à l'État une version particulière de l'islam ayant pour but de confisquer l'État et de proclamer que l'État est l'État d'une seule religion. Voilà le problème qui se pose au Sahel. Voilà le problème qui s'est posé en Afrique ces dernières années. L'instrumentalisation de l'islam africain par des puissances occidentales, les puissances de l'OTAN et moyen-orientales, dans le but de contrôler non seulement le pouvoir, contrôler l'économie, mais aussi dans le but d'imposer même une forme d'État, c'est-à-dire d'imposer le califat comme forme suprême de l'État, forme suprême de la République. C'est ce problème-là que les autorités burkinabées veulent résoudre. Et pour le résoudre, elles ont donc décidé de trancher entre les 3 formes de tolérance religieuse qui sont connues. Et il y a 3 formes de tolérance religieuse dans l'histoire de l'humanité. La première forme, on l'appelle la tolérance permissive. Il s'agit de laisser chacun faire sa religion comme il veut. Chacun fait sa religion comme il veut. Ceux qui mangent les enfants crus dans leur religion, boivent le sang des êtres humains dans leur religion, on les laisse faire. Ceux qui violent les femmes dans leur religion, on les laisse faire. Ceux qui font des sacrifices humains, on les laisse faire. Première forme de tolérance religieuse, chacun fait ce qu'il veut. Or, tout le monde sait que cette première forme qu'on appelle la tolérance permissive, elle conduit à la guerre de tous contre tous. Elle conduit à la guerre civile. Un État qui veut vivre et qui veut travailler ne pourra jamais permettre que les religions fassent n'importe quoi.
que chacun fasse n'importe quoi au nom de la religion. Donc la première forme de tolérance est totalement incompatible avec l'État, c'est-à-dire le bien public, l'organisation du pouvoir public. Deuxième forme de tolérance, on va l'appeler la tolérance exclusive. Elle consiste à ne tolérer que ceux qui ont la même opinion, la même croyance religieuse que nous. C'est-à-dire que dans un État, on va dire que l'État est chrétien. Si tu n'es pas chrétien, il faut partir. On va dire que l'État est musulman. Si tu n'es pas musulman, pars seulement. C'est ce qu'on appelle la tolérance exclusive. C'est-à-dire que l'exclusivité va être réservée à une seule religion. Le philosophe britannique Thomas Hobbes estimait que c'était ça la solution au problème de la diversité religieuse. Il a vécu au XVIIe siècle, il a connu la guerre des religions en Angleterre, et il disait que la solution c'était que chaque État adopte une seule religion. Et que ceux qui ne sont pas de cette religion partent vivre dans un État qui a la même religion que celle qu'ils préfèrent. Donc, si l'Angleterre est catholique, tous les Anglais, tous ceux qui vivent en Angleterre doivent être catholiques. Et si vous êtes protestant, disait Thomas Hobbes, vous partez dans un pays protestant, par exemple comme la Suisse, vous allez vivre là-bas. C'est ce qu'on appelle la tolérance exclusive. La tolérance exclusive, c'est de dire, par exemple, l'islam, c'est la religion de l'État, et tous ceux qui ne sont pas musulmans sont priés d'aller vivre dans un autre pays et pratiquer une autre religion. Là, c'est l'exclusivité. Vous voyez très bien que si on applique la tolérance exclusive, il va y avoir une discrimination dans la plupart de nos pays. On n'a aucun pays en Afrique au sud du Sahara où tout le monde est de la même religion. D'ailleurs, les Africains eux-mêmes sont tous héritiers d'une très ancienne tradition qu'on appelle aujourd'hui la religion kamite. Une tradition qui vit à l'intérieur de l'islam, qui vit à l'intérieur du christianisme et à l'extérieur. On a, par mépris, appelé ça le fétichisme africain, mais il y a une légitimité de la tradition africaine, avant même la naissance des trois monothéismes que nous connaissons, et qui viennent de Moïse, l'Africain, en Égypte noire. Donc, en fait, si on dit qu'on va pratiquer la tolérance exclusive, c'est-à-dire il ne va y avoir qu'une seule religion pour chaque pays, il va y avoir une injustice terrible. Parce qu'il y a des pays d'où tous les musulmans devront être chassés parce qu'il y a une majorité de chrétiens, des pays d'où tous les chrétiens devront être chassés parce qu'il y a une majorité de musulmans, des pays d'où les traditionnalistes africains devront être chassés parce que soit les chrétiens, soit les musulmans ont pris l'essentiel du pouvoir. La deuxième forme de tolérance n'est pas applicable en Afrique. En Afrique subsaharienne, nous ne pouvons pas nous permettre d'avoir des États qui ont une religion. Si nous le faisons, nous allons exclure une partie de notre population. Il reste donc une troisième forme de tolérance. On l'appelle la tolérance inclusive. Qu'est-ce que c'est que la tolérance inclusive? C'est un modèle qui consiste à respecter la liberté de croyance de tous et de chacun, à condition que tous respectent un certain nombre de règles. C'est-à-dire, respectent aussi la liberté de croyance et de conscience des autres, et surtout, respectent le bien public. C'est cela qui a accouché de toute la tradition dite de la laïcité, qui est différemment appliquée d'ailleurs d'un pays à un autre. Je ne veux pas ici revenir sur une histoire longue de la laïcité, mais la tolérance inclusive, c'est celle qui peut nous permettre de vivre avec des gens qui n'ont pas la même religion que nous, des gens qui n'ont pas la même croyance que nous, sans les brutaliser et sans qu'ils nous brutalisent. Elle consiste à dire que ma liberté s'arrête là où commence celle d'autrui, et que, au nom de la liberté, je ne peux pas laisser autrui écraser la liberté. L'État, et cela a été notamment pensé par des philosophes comme Thomas Hobbes, comme John Locke, comme Voltaire, hein. L'État a pour fonction dans ces conditions-là de veiller à ce qu'aucun groupe religieux ne viole un certain nombre de règles fondamentales envers les membres du groupe, mais également envers les non-membres du groupe. C'est ce qu'on appelle la tolérance inclusive. C'est une tolérance encadrée par la loi de l'État et par le respect du bien public. C'est cette troisième forme de tolérance que le gouvernement du Burkina Faso met en place. Le gouvernement du Burkina Faso nous dit qu'il n'y a pas une religion de l'État du Burkina Faso. L'État du Burkina Faso n'est pas chrétien. L'État du Burkina Faso n'est pas musulman. L'État du Burkina Faso n'est pas kamite. Il est neutre envers toutes les religions. Voilà ce que dit la loi. Si l'État est donc neutre, c'est-à-dire qu'il est un arbitre permettant à tout le monde
de vivre dans le respect de chacun et de poursuivre sa voie vers le ciel, il s'ensuit que l'État ne peut pas se laisser envahir et occuper par une religion. Même si c'est une religion qui est démographiquement majoritaire, elle n'a pas à s'accaparer de l'État. Ça, c'est le deuxième principe. Troisième principe, aucune religion ne doit, au nom de la liberté religieuse, faire n'importe quoi à ses membres. Par exemple, le Burkina Faso dit qu'une religion ne peut pas décréter que les citoyens burkinabés doivent être des mendiants. Ce n'est pas possible. Une religion ne peut pas organiser le parasitisme social. Ce n'est pas possible. Parce que là, elle est en train d'agir sur un terrain qui n'est pas le sien. La religion est là pour nous aider à développer une conduite irréprochable envers le Créateur et à nous préparer à notre mort à bénéficier d'un jugement favorable. La religion s'occupe des affaires du ciel. L'État s'occupe des affaires de la terre. Quand la religion commence à dire ce que la terre doit faire, ce que ceux qui s'occupent des affaires de la terre doivent faire, l'État doit lui dire, vous êtes sortis de vos limites. C'est ce que dit la loi du Burkina Faso. Donc, ce n'est pas une loi anti-religieuse. Au contraire, c'est une loi pour permettre une coexistence pacifique entre les religions. Voilà pourquoi j'appelle tous les pays africains à lire les 110 articles et les 6 titres de la loi burkinabé et à s'en inspirer pour combler le vide législatif dans lequel nous étions dans plusieurs pays africains par rapport à cette histoire. L'Occident, qui manipule les groupes terroristes contre l'Afrique, a cru trouver, à travers le terrain religieux, un angle pour fragiliser nos États. Nous ne devons pas avoir la naïveté de tomber dans ce piège. Les autorités du Burkina Faso, à la tête desquelles le président du Faso, son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, n'ont rien contre une religion. Tout le monde sait que le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, est un musulman. Nous le voyons pratiquer sa religion publiquement. Nous le voyons prier avec la Oumma des musulmans du Burkina Faso. Personne ne peut dire que cet homme-là est contre sa propre religion. Mais il est le chef de l'État. Et l'État n'est pas islamique au Burkina Faso. L'État n'est pas chrétien au Burkina Faso. L'État n'est pas kamite au Burkina Faso. L'État est patriotique. Il est là pour veiller à ce que la paix règne entre les communautés. Il est là pour veiller à ce qu'aucune communauté ne s'accapare de l'espace public. Il est là pour veiller à ce que la forme républicaine et laïque de l'État ne soit pas pervertie par une quelconque communauté. Et voilà pourquoi je trouve que les critiques implicites de la presse officielle turque contre le gouvernement burkinabé sont des critiques qui trahissent la gêne que la Turquie ressent, parce que certains des groupes qui ont été recadrés au Burkina Faso sont aussi des groupes qui sont financés par la Turquie. L'Arabie Saoudite, la Turquie, le Qatar, tous ces pays du Moyen-Orient qui manipulent un certain nombre de nos frères à travers l'aide humanitaire, à travers le financement de la construction des lieux de culte. Il faut qu'ils sachent que nous sommes au courant, que l'Afrique ne va pas laisser qu'on manipule son islam. Nous voulons un christianisme africain non manipulé par les Européens et par les Orientaux. Nous voulons un islam africain non manipulé par les Européens et par les Orientaux. Un islam, un christianisme, un kamitisme non manipulé et respectueux du bien public. Il ne s'agit pas d'une loi contre les religions. Au contraire, c'est une loi pour harmoniser la vie entre les religions à l'intérieur d'un État laïque. Voilà la grandeur du Burkina Faso. Je voudrais saluer les autorités burkinabées. Parce que, même ici à l'intérieur de l'Alliance des États du Sahel, elles sont vraiment, de mon point de vue, celles qui ont posé avec beaucoup plus de courage, qui ont posé avec beaucoup d'énergie et de détermination le problème, et qui l'ont résolu. Le courage du Burkina Faso va probablement inspirer d'abord tous les pays de l'AES sur ce sujet, et il va inspirer toute la révolution panafricaine. Ce n'est pas une loi anti-chrétienne, ce n'est pas une loi anti-musulmane, ce n'est pas une loi anti-kamite. Au contraire, c'est une loi pour que les chrétiens, les musulmans, les kamites vivent en paix au Burkina Faso et partout en Afrique. Voilà pourquoi j'appelle tout le monde à lire cette loi. Moi, je l'ai lue 2 fois. Je parle d'une loi que j'ai lue. J'appelle tout le monde à lire cette loi, à s'en imprégner, et tous les pays africains à s'en inspirer, pour qu'il y ait une véritable paix religieuse chez nous en Afrique,
Il faut pratiquer la tolérance inclusive. La troisième des formes de tolérance dont je vous ai parlé, j'ai parlé de la tolérance permissive qui conduit à la guerre, de la tolérance exclusive qui conduit à la guerre, et je viens de vous parler de la tolérance inclusive qui permet de faire vivre en paix dans la différence des communautés religieuses respectant l'État. Le Burkina Faso fait là un travail remarquable. Saluons le président du Faso et ses compagnons. Saluons les députés du Burkina Faso pour ce texte lumineux qui constitue une avancée et une réponse à la stratégie criminelle de l'impérial terrorisme. Dans mon livre sur l'impérial terrorisme, j'avais souligné que la manipulation des religions était l'un des outils que l'Occident et ses alliés du Moyen-Orient avaient trouvé. Le Burkina vient de répondre sur le terrain législatif d'une manière lumineuse et limpide. Enfin, c'est un texte qui est intéressant. Pourquoi? Mais parce qu'il instaure la réflexion sur la religion à l'intérieur de nos sociétés. On ne va pas laisser n'importe qui se lever, dire qu'il vient de fonder une branche d'une religion et enseigner n'importe quoi. Il est important que nous nous assurions que ceux qui enseignent la religion chrétienne, la religion kamite, la religion musulmane, sont bien formés pour le faire. Et qu'ils ont une conscience des enjeux sociétaux, des enjeux géopolitiques et géostratégiques dans lesquels nous sommes. On ne peut pas confier des enfants à des ignorants, on ne peut pas confier des enfants à des corrompus, on ne peut pas confier les enfants à des pervers, on ne peut pas confier les enfants à des vendus et prétendre bâtir un pays solide. Le Burkina Faso nous montre le chemin. Un proverbe de la langue douala dit « Muna nyongo abu kite owa bambele mokonda ». Quand tu vois que ton frère t'a dépassé, porte sa chaise. Afrique subsaharienne, le Burkina Faso est en avance. Il faut porter sa chaise. Prenons la loi sur les libertés religieuses du Burkina Faso, inspirons-nous-en et mettons-la en œuvre partout en Afrique subsaharienne. Si moi, dans mon pays natal, le Cameroun, j'avais un jour à exercer le pouvoir, j'appliquerais la loi burkinabé, les yeux fermés. Elle me convient en tout point de vue. Cette loi-là est une dissertation philosophique sur la paix religieuse en Afrique. Voilà son statut, voilà sa valeur. Je l'ai lue, je l'ai méditée, je la sens, je la vis, je l'approuve, je la soutiens. Ceux qui sont contre cette loi, ils appartiennent aux deux premières écoles dont je vous ai parlé. La tolérance permissive, on laisse chacun faire n'importe quoi au nom de la religion, ou la tolérance exclusive, c'est des gens qui veulent imposer leur religion aux gens. Ils sont des ennemis de la paix. Les deux premiers groupes-là, ceux qui veulent la tolérance permissive, chacun fait, se permet n'importe quoi, ou ceux qui veulent la tolérance exclusive, on ne fait que ce que ma religion veut, sont les ennemis de la paix. Ce sont eux qui sont utilisés justement par l'Occident pour torpiller l'Afrique. Mais ceux qui travaillent dans le sillage de la loi sur les libertés religieuses au Burkina Faso sont pour la tolérance inclusive. Apprendre à vivre avec l'autre, dans le respect de l'autre, sans pour autant devenir l'autre, et sans pour autant que l'autre se permette de faire n'importe quoi uniquement parce qu'il est autre, ou que moi je me permette de faire n'importe quoi parce que je suis moi. Tout cela renvoie à une véritable philosophie de l'interculturalité. L'art de vivre avec les autres, tout en acceptant des différences qui ne sont pas exclusives, des différences qui sont compatibles, qui sont complémentaires et qui sont respectées et respectueuses, des différences respectables. Voilà le sens de cette grande loi que j'appliquerais volontiers dans toute l'Afrique au sud du Sahara si j'en avais le pouvoir. Oui, moi j'appliquerais la loi burkinabé partout. Elle est magnifique. Nous allons entrer dans l'avant-dernier sujet de cette émission. Vous êtes maintenant près de 30 000 personnes en direct. Mais il y en a qui n'ont pas partagé encore sur TikTok. Vous regardez, vous ne partagez pas. Sur Facebook, certains sont là qui n'ont pas partagé l'émission. Vous avez peur de quoi? Partagez-nous les choses, dis donc. Donnez cette chose-là aux gens. Quand on me regarde, le premier geste qu'on fait, c'est qu'on donne l'émission aussi. Hein, Ahmed Soumounou? Est-ce que l'émission est sur la page d'Ahmed Soumounou? Donnez l'émission sur vos pages.
Troisième sujet. Les négociations entre nos terres bénies du Bénin et du Niger se poursuivent et on attend la fumée blanche. La fumée blanche de l'ouverture éventuelle, de la réouverture éventuelle de la frontière entre les terres africaines bénies du Bénin et du Niger. Le ministre nigérien de l'Intérieur, ministre d'État, le général de division Mohamed Toumba, a été très clair. Lors de la conférence publique de la commission bénino-nigérienne, nigéro-béninoise, il a indiqué au monde entier les deux conditions non négociables posées par la République du Niger, dirigée par son Excellence le général d'armée Abdourahmane Tiani, président de la République, pour la réouverture de cette frontière. Condition 1, la signature d'un accord de défense entre le Bénin et le Niger, afin de combattre ensemble des terroristes qui ne connaissent pas de frontières. Deuxième condition, l'engagement mutuel à ne pas accepter de part et d'autre que les territoires du Bénin ou du Niger servent de force à servent de base à une force étrangère pour attaquer le pays voisin. Tout le monde a bien compris que la deuxième condition visait explicitement la présence des militaires français au nord du Bénin. Ça là, on n'a pas besoin de chercher midi à 14 h. Le général Mohamed Toumba, il parlait de l'armée française. Ceci nous amène à affronter une question essentielle. Et cette question est la suivante. Les forces françaises qui sont au nord du Bénin, là on n'en discute plus. Le président Ouadani n'a pas dit qu'il n'y a pas de soldats français au nord du Bénin. Il n'a pas nié, contrairement au président Talon qui était d'une mauvaise foi diabolique. Le président Kossim Boueke, Romuald Ouadani, lui, il n'a pas nié. Il reconnaît en effet que les troupes françaises sont au nord du Bénin. Les troupes françaises qui ont été chassées du Mali, du Burkina Faso, du Niger, se sont repositionnées au nord du Bénin. Elles sont d'ailleurs réparties aussi au Nigeria et certaines essayent de revenir au Tchad pour le malheur des peuples de ce pays. Tout le monde le sait. Et donc, la question qui se pose est une question très précise. Et cette question est la suivante. Les troupes françaises qui sont présentes au nord du Bénin combattent-elles les groupes terroristes? Quand j'ai regardé cette question, je me suis demandé, mais qui sont les groupes terroristes? Mais les groupes terroristes sont les groupes d'Al-Qaïda et de l'État islamique. Ils sont rassemblés à l'intérieur de Boko Haram, ils sont rassemblés à l'intérieur du JNIM, du GSIM, du FLA. Des organisations maintenant qui sont correctement connues. Donc pour savoir si les troupes françaises qui sont au nord du Bénin combattent les organisations terroristes, il faudrait s'intéresser aux organisations terroristes elles-mêmes et se demander quelle est l'attitude de la France envers les responsables de ces organisations. Je prends le JNIM. Le chef suprême du JNIM est Iyad Ag-Ghali. Il est secondé par Amadou Koufa, qui dirige la Katiba Massina. Pour, par exemple, le FLA, un mouvement allié au JNIM, donc mouvement terroriste, les figures dirigeantes clés incluent Al-Gabas Ag Intala. Donc, nous avons Iyad Ag-Ghali, Amadou Koufa, Sedan Ag Ita, et de nombreux autres commandants régionaux. Nous avons Al-Gabas Ag Intala. Nous avons d'autres personnages comme Abu Obeida Youssef Al-Anabi, d'accord, qui par exemple a bénéficié de nombreuses interviews sur les médias officiels français. Vous voyez, nous avons Mohamed El Maouloud Ramadan. Voilà quelques personnages que nous connaissons comme étant les principaux responsables des groupes terroristes qui ensanglantent le Sahel. Mais quelle est l'attitude de la France envers ces responsables? Il est de notoriété que tous ceux dont je viens de citer les noms se promènent librement en France, se promènent librement dans des pays de la sous-région comme la Côte d'Ivoire, la Mauritanie, l'Algérie, en bonne entente avec la France. Que plusieurs des personnages que nous avons cités ont eu accès aux chaînes de télévision publiques françaises pour défendre leur cause, notamment la tentation et la tentative de partition du Mali.
Donc, en fait, il est important que tout le monde note l'argument suivant. Tous les principaux chefs des organisations terroristes qui ensanglantent le Sahel sont des protégés des services français, sont des protégés d'Emmanuel Macron. C'est pour ça que nous avons dit qu'Emmanuel Macron était le chef de la junte néocolonialiste et terroriste française. Et ce n'est pas une thèse qui est difficile à démontrer, même en sommeil. Je peux prouver que Macron, elle, est un chef terroriste. Vous comprenez? Donc, tout le monde sait que les Étienne Fakaba Sissoko, Oumar Mariko, Mahmoud Diko, tout le monde sait que les, comment il s'appelle, Al-Gabas Ag Intala, Mohamed El Maouloud Ramadan, tout le monde sait que les Abu Ubaida Youssef Al-Anabi, tout le monde sait que les Amadou Koufa, les Sedan Ag Hita, les Iyad Agali, tout le monde sait que ces gens-là sont protégés, médiatisés, armés, financés, soutenus et même valorisés par la France. Donc le président Kossim Boueke Romuald Wadani ne peut pas s'asseoir devant un Africain correctement informé, surtout pas devant un dirigeant du Niger, pour lui dire que les troupes françaises qui sont au nord du Bénin combattent les terroristes. Parce que si le président Kossim Boueke Romuald Wadani le dit, ce qu'il veut dire c'est que la France combat Mahmoud Diko, la France combat Oumar Mariko, la France combat Étienne Fakaba Sissoko, la France combat Iyad Agali, la France combat Amadou Koufa, la France combat Sedan Aghita, la France combat, eh bien, Al-Gabas Ag Intala et consorts. Or, tout le monde sait que la France les protège, que la France les soutient, que la France les médiatise, que la France les arme, que la France les finance. Donc, quelle est la réponse normale que n'importe quel être humain correctement constitué au Bénin, notre terre bénie, doit donner à la question? Les forces spéciales françaises que le président, eh bien, Kossim Boueke Romuald Wadani reconnaît avoir vu s'installer au nord de son pays, le Bénin, est-ce qu'elles sont là pour combattre le terrorisme? Réponse vraiment sincère, sans haine, non. Elles ne peuvent pas être là pour combattre le terrorisme, alors même que le gouvernement français actuel, Emmanuel Macron en particulier, s'affiche et s'assume comme parrain des organisations terroristes. Je viens de citer des hommes. On a vu les chefs de ces organisations terroristes se promener librement en France. On a entendu des députés français, comme Bruno Fuchs, légitimer le projet de califat islamique de ces criminels. On a entendu Christian Cambon dire qu'il y aura une vengeance contre le Mali. Et on va parler du dernier sujet. Le fameux général Goma ne manque pas de talent dans le soutien de la déstabilisation du Sahel. Donc, qui peut se lever devant l'Afrique, dans notre terre bénie du Bénin, pour dire les soldats français qui sont présents chez nous au Bénin là, sont là pour combattre les terroristes? Regardons enfin la question de l'efficacité. Ils sont au nord Bénin. Combien de soldats français ont affronté les terroristes au nord du Bénin? Depuis que les soldats béninois sont massacrés par les groupes terroristes au nord du Bénin, il y a eu combien de soldats français qui soient tombés avec eux? Comment ça se fait que les terroristes n'attaquent pas les soldats français? Et qu'on nous dit même dans la littérature officielle française que les soldats français sont seulement là pour donner des instructions et encadrer, ils ne se mêlent pas des combats. Ils voient les terroristes passer et disent c'est pas de problème. Nous on est seulement là pour voir, pour faire des films. Donc vraiment c'est une question tellement évidente. Les forces spéciales françaises au nord du Bénin ne sont pas là pour combattre le terrorisme. Pourquoi? Parce que la France est objectivement aujourd'hui une puissance parraine du terrorisme. Emmanuel Macron est le chef de la junte néocolonialiste et terroriste française. C'est une description. Je ne suis pas en train d'exagérer quoi que ce soit quand je vous parle de Macron de cette façon. C'est ce qu'il est. De nombreux terroristes français ont été vus et arrêtés. D'autres sont morts, comme Quentin Rouzier, dans la précédente attaque de l'aéroport de Niamey. D'autres sont en prison, comme le lieutenant-colonel Yann-Christian Bernard Vézilier, dans la tentative de coup d'État ici au mois d'août 2025, au Mali. D'autres ont été vus au combat, aux côtés des troupes terroristes du FLA du Nîmes. De nombreux légionnaires français
combattre contre l'armée sahélienne. Donc, je ne sais pas de quelle façon, je ne vois pas comment les autorités béninoises pourront contourner cette vérité. Comment les autorités béninoises vont pouvoir se tirer d'affaire et dire, nous voulons que la frontière entre le Niger et le Bénin soit ouverte, mais nous gardons les soldats néocolonialistes et terroristes français dans notre pays. Comment Kossim Bouéké Romuald Wadagni va même le faire accepter au peuple béninois? Parce que si même on demande au peuple béninois, si l'armée française doit rester sur son sol, si on pose cette question par référendum, la réponse sera non, qu'elle dégage. Donc nous, regardons avec beaucoup d'intérêt la formule qui va être trouvée. Cette frontière va-t-elle être réouverte alors que l'armée française n'a pas levé son dispositif pour partir chez elle? Cette frontière va-t-elle être réouverte alors qu'on sait très bien que cette armée est là pour armer les groupes terroristes et attaquer le Bénin et le Niger afin d'imposer aux gouvernements qui sont à Cotonou ou Porto Novo et à Niamey les conditions de coopération économique favorables à la France. J'observe cette séquence tous les matins, je vous le dis. À mon lever du matin, quand je fais ma revue de presse, je regarde l'évolution des tractations et des négociations entre ces deux pays frères. Je regarde cela pour voir ce que ça va donner. Mais comme je l'ai dit dans ma conférence d'hier, le président Kossim Bouéké Romuald Wadagni n'a que deux choix. Continuer la politique de Talon et partager le sort de Talon lorsque le peuple béninois réussira à se débarrasser de tous, ou alors mettre fin à la politique de Talon, s'unir à ses frères de l'Alliance État du Sahel et combattre le terrorisme. Et par là, il rejoindra les grands béninois de tous les temps, comme le général Mathieu Kérékou le fut, ou le grand roi Béhanzin, ou le roi Glélé. Le président Kossim Bouéké Romuald Wadagni a le choix entre demeurer sous le contrôle, dans la posture de valet de la France-Afrique et rompre. C'est un président de moins de 50 ans, il est dans la force de l'âge, il peut l'accomplir, à condition de prendre vite et bien les bonnes décisions. Nous attendons. Je vois que, côté béninois, j'ai surtout vu la tête du ministre Adadji Bakari, qui est connu pour être un esprit un peu fignoleur, manipulateur et trompeur. Je pense qu'il croit qu'il peut tromper les Nigériens, mais je connais aussi les Nigériens. Je ne crois pas. Je ne crois pas que les dirigeants béninois là vont pouvoir dribbler les Nigériens. J'avais entendu le ministre d'État Mohamed Toumba. Il disait ça, son frère béninois était assis à sa droite. Adadji, je voyais Adadji qui regardait le plafond. Hey, Toumba, oh, Toumba. Le général Toumba, il dit, nous avons un mandat. Il a dit mandat, hein. C'est-à-dire que le président Tiani lui a dit, Toumba, mon général, là où je vous envoie là, il y a deux choses. Vous ne vous amusez pas avec ça. Un, on fait accord de défense. On va combattre les terroristes ensemble. De deux, les Français dehors. De deux, les Français là, dehors. S'ils ne sont pas partis là-bas, la frontière là n'ouvre pas. Voilà le sens du mot non négociable. Non négociable. Si à Cotonou, en tout cas dans le gouvernement du président Kossim Bouéké Romuald Wadagni, on ne comprend pas français, je serais étonné, ils sont bien formés pour ça. C'est non négociable. Soit vous faites des cartes volontés de Macron, soit vous servez le peuple africain. Un pied dehors, un pied dedans, c'est dehors. Un pied dehors, un pied dedans, c'est dehors. Nous allons à présent aborder le dernier sujet de cette émission. Merci infiniment à celles et ceux qui continuent à partager ce programme, à nos amis qui nous continuent d'assurer des abonnements spéciaux pour nous soutenir. Merci de tout cœur. Nous allons parler maintenant d'un homard, le dernier homard de la France-Afrique. Revoilà le général Gomar et l'Union européenne plus bas que terre.
Bueno Kemungelo, Chaba Wangaman, Dondero Malira Mana, Men Kalwea Mama, Maybe Tila Mapep, Me Umble Sambari. Il y a un homme qui a juré la perte de l'Alliance des États du Sahel. Il s'appelle Christophe Gomard et je voudrais qu'on parle un peu en détail de lui. Il est présenté de la manière suivante sur la page Wikipédia. Il nous est dit que Christophe Gomard est né le 20 juin 1960 à Saumur. C'est un militaire et un homme politique français. Il est sorti de l'école spéciale militaire de Saint-Cyr en 1983. Il intègre l'armée blindée et la cavalerie, une composante de l'armée de terre. En 2003, il est chef de corps du 13e régiment de dragons parachutistes. Général de corps d'armée, il est commandant des opérations spéciales du 1er août 2011 au 20 juin 2013. Puis directeur du renseignement militaire du 21 juin 2013 au 6 juillet 2017. Candidat aux élections européennes de 2024 sur la liste Les Républicains, il est élu député européen. Christophe Gomard est le fils de Philippe Gomard, né en 1934, militaire, chef de corps du 13e régiment de dragons parachutistes. Il est élève de l'école militaire de Saint-Cyr de 1981 à 1983, tout comme Denis Favier, Bruno Leray, Grégoire de Saint-Quentin et Jean-François Hogarth. À l'issue de sa formation, il choisit de servir dans l'arme, blindée et cavalerie. Quel est son parcours militaire? En 1988, il est instructeur à l'école spéciale militaire de Saint-Cyr. Il est chef du 13e régiment de dragons parachutistes de 2003 à 2005, puis officier d'état-major à l'inspection générale des armées de 2005 à 2006. Il est ensuite auditeur de la 18e session nationale de l'Institut national des hautes études de sécurité de 2006 à 2007. En parallèle, à partir de 2006 et jusqu'en 2008, il est chef du bureau des affaires réservées du ministre de la Défense. Le 23 juillet 2008, il est nommé adjoint de Bernard Bajolet, coordinateur national du renseignement. Il est nommé commandant des opérations spéciales le 1er août 2011. Sous son commandement, les forces spéciales mènent des opérations lors de la première guerre civile en Libye en 2011 et de l'opération Serval en 2013. Il est réputé proche du ministre de la Défense Jean-Yves Le Drian. Christophe Gomard prend la tête de la direction du renseignement militaire le 1er août 2013. Le 11 mai 2016, il se rend à Washington pour participer à la première réunion du comité Lafayette dont le but est de favoriser le partage des renseignements et des informations opérationnelles militaires entre les États-Unis, le Royaume-Uni, le Canada, l'Australie, la Nouvelle-Zélande et la France. En mars 2017, il lance l'Intelligence Campus pour rassembler. Il lance l'Intelligence Campus. Partagez massivement, mes amis. Ils essaient de nous empêcher sur YouTube. Pour rassembler des experts en imagerie, cyber ou géintelligence pour le renseignement. En mai 2017, le groupe immobilier commercial Unibail, Rock Damco, Westfield annonce le recrutement de Christophe Gomard en tant que directeur de la sécurité et de l'ingénierie immobilière. En 2020, il coécrit avec le journaliste Jean Guinel un livre sur sa carrière où il défend l'idée d'un transfert de commandement du service action de la direction générale